Bonjour, je suis Laurence Domino, je suis éducatrice spécialisée. Bonjour, je suis Christophe Allot, je suis conseiller d'insertion professionnelle. Alors, on intervient aujourd'hui au nom de la Maison de la réhabilitation psychosociale de Poitiers. On va vous présenter un petit peu. Je vous fais un petit topo rapide de ce qu'on va vous présenter pendant ces quelques minutes autour du retour aux études et de l'insertion, la réinsertion professionnelle. On va passer rapidement au début sur quelques données d'études autour de la réhabilitation et surtout des difficultés de l'insertion professionnelle. On a notre très chère psychiatre Christelle Bayard qui a bien bossé pour nous, qui nous a fait plein de recoupements de données autour de ça. On va passer vite fait parce que je pense que ce qui est intéressant c'est les cas concrets, mais heureusement elle a bossé pour nous. Ensuite on parlera de pourquoi travailler, finalement, est-ce qu'on se pose souvent la question, et puis des déterminants du retour à l'emploi ou retour aux études et du maintien en emploi ou en études. On vous fera une petite présentation de nos pratiques au sein de notre établissement et puis on vous parlera de quelques vignettes cliniques et en conclusion de ce qu'elles peuvent nous apprendre par rapport à notre travail. Vous êtes d'accord, Christophe? Parfait. Donc le travail, c'est un objectif qui est régulièrement mis en avant par les usagers en début d'évolution d'un trouble psychotique. On pourrait faire le choix de se poser la question de si c'est une motivation ou une injonction. On peut constater des taux d'emploi faibles, de nombreux décrochages scolaires, et parfois depuis plusieurs années. Donc ça questionne sur les leviers et les obstacles à la réinsertion professionnelle. Et du coup, la littérature, il y a notamment une étude sur laquelle on a récupéré toutes ces données, une étude canadienne qui s'appelle « La réinsertion professionnelle et le retour aux études chez les personnes en début d'évolution d'un trouble psychique », qui nous dit que les personnes qui souffrent de schizophrénie ont un taux d'insertion professionnelle très faible, donc entre 10 et 30%. Pour les troubles psychotiques, en général, il est inférieur à 20%. En France, 80% des personnes qui souffrent d'un trouble mental grave et qui travaillaient avant l'apparition du trouble subissent dans les 4 années qui suivent le diagnostic une baisse de plus de 25% du taux d'emploi. Pour la scolarité et la psychose, il y a beaucoup moins d'études. Néanmoins, 44% des jeunes qui souffrent d'émergence psychotique abandonnent leurs études, alors que le taux de décrochage dans la population générale est de 13 à 18%. Pourquoi travailler? En voilà une bonne question. Pourquoi travailler? Nous, à Poitiers, effectivement, comme le disait Laurence, il y a beaucoup d'usagers, leur demande première, alors c'est d'aller mieux, mais c'est de retrouver un emploi ou d'aller vers l'emploi. Alors pour ceux qui ont déjà travaillé, ils ont une petite connaissance, mais ils n'ont pas forcément exploré ce qu'ils voudraient faire. Souvent, ils ont pris un emploi, le premier qui passait, soit suite à leur formation, soit sans formation. Ça va être d'aller chercher avec eux ce qu'ils veulent faire, soit avoir un emploi qui leur plaît, dans lequel ils vont s'épanouir, ou pour certains, ça va être aussi juste avoir un emploi dit alimentaire pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et parallèlement, nous on travaille pas mal avec des chantiers d'insertion pour qu'ils puissent continuer à travailler à leur projet professionnel. Et ça, sur une durée de 2 ans. Et nous, on accompagne pendant cette période-là également la MRPS en ambulatoire. D'une manière plus générale, le désir de travailler, en fait, ça peut être pour beaucoup, chez 85% des personnes avec un trouble psychotique, un désir de reprendre un rôle actif ou productif dans la société. Ça peut être aussi la garantie d'être autonome financièrement. Et qui dit autonome financièrement, dit autonome de façon plus générale aussi, dans le logement, etc. On mesure des effets bénéfiques
sur l'estime de soi, la qualité de vie, la rémission symptomatique, le développement d'habiletés et l'inclusion sociale. Et ce qui conduit à moins de sollicitation des services de soins et moins de prestations sociales. Donc, on s'est penché sur les déterminants. Oh, on n'a pas déroulé nos machins. Les déterminants du retour à l'emploi. Donc il y a des déterminants individuels et des déterminants environnementaux. Les déterminants individuels, il y a 3 types d'obstacles en fait, aux déterminants individuels. Il y a des obstacles liés à la situation médicale, notamment les symptômes négatifs, qui, voilà, par exemple les troubles cognitifs, et notamment la vitesse de traitement de l'information, mémoire verbale, mémoire de travail, processus attentionnel et perceptuel précoce, les troubles de la théorie de l'esprit, la gestion du stress, les troubles concomitants. Il y a aussi l'obstacle qui est lié à l'histoire de travail et les compétences. La durée de la rupture, par exemple, avant un emploi. Et puis, il y a bien sûr les troubles liés à la perception de soi, enfin, les difficultés liées à la perception de soi, l'estime de soi et l'autodétermination. C'est-à-dire comment je me sens légitime, malgré ma maladie, à pouvoir prétendre à un emploi tout court ou un emploi en milieu ordinaire, par exemple. Et puis, il y a les déterminants environnementaux, notamment autour de la stigmatisation perçue, et aussi l'autostigmatisation, parce que finalement, beaucoup de personnes qui ont des troubles psychiques pensent que l'emploi va leur être refusé en lien avec leurs problèmes de santé, ce qui du coup affecte leur motivation, leur moins bonne performance en entretien de recrutement et confirme leurs croyances en fait. Il y a le manque de soutien familial des professionnels, puisque même en voulant bien faire, parfois il y a un poids qui pèse sur cette injonction à l'emploi et les inquiétudes que ça peut susciter chez l'entourage ou les limitations que peut-être nous-mêmes professionnels on peut avoir en tête et qu'on va peut-être induire. Il y a aussi un déterminant environnemental qui est le fait qu'il n'est pas forcément assez conseillé, qui propose des programmes de soutien à l'emploi. Et puis après, les mêmes déterminants environnementaux que tout un chacun, la mobilité, la garde des enfants quand il y a des enfants, etc. Et les déterminants dans le maintien dans l'emploi, alors ça avait été évoqué tout à l'heure avec le dispositif emploi accompagné. Nous, on fait un peu la même chose en fait, aller en entreprise, sensibiliser les employeurs, possibilité de sensibiliser les équipes aussi, et on est alerté par les employeurs si jamais l'usager qu'on a accompagné vers l'emploi, il a un coup de moins bien, hop, on est sollicité, on intervient pour essayer de démêler et accompagner au mieux et l'usager et l'entreprise. Autour du retour aux études, il y a un petit peu moins de données, donc on va plus en parler en vous expliquant notre travail. Je suis passée assez vite finalement, je n'ai pas expliqué ce qu'on fait, comment on fonctionne à la maison de la réhabilitation psychosociale. Tout le monde ici fait de la réhabilitation psychosociale, donc je passerai sur ce volet-là. Mais sur la structure en elle-même, on est une structure hospitalière d'hospitalisation à temps complet. On reçoit des jeunes adultes entre 18 et 35 ans qui ont eu un premier épisode psychotique ou qui sont à UHR, à ultra haut risque de décompensation psychotique. Ils viennent de façon volontaire par un parcours d'admission qui comprend des évaluations. Ils viennent dans les murs sur une durée moyenne d'un an, un an et demi. Qu'on va poursuivre après un petit peu en ambulatoire par la suite au besoin, s'il y a besoin, le temps que le relais se fasse avec les acteurs de terrain. Donc on est à temps complet, ce qui veut dire qu'on travaille et sur l'extérieur et également autour d'ateliers dans les murs qui vont
soutenir en fait et renforcer les compétences de la personne. On va faire beaucoup de psychoéducation pour que les usagers soient plus au clair avec leurs symptômes, avec leur traitement, et justement se renforcent un petit peu dans leur identité propre. On a des groupes estime de soi, gestion du stress, psychocorporel, plusieurs éléments, et puis un suivi individuel avec les coordinateurs de parcours qui suivent le parcours d'un usager en particulier. On a la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui comprend donc des infirmiers, aides-soignantes, AMP, éducateurs spécialisés, ça c'est l'équipe fixe, enfin l'équipe permanente, et puis on a des collègues qui viennent, donc on a Christophe, conseiller en insertion professionnelle, neuropsychologue, psychologue, ergothérapeute, assistante sociale. Médiatrice santé père. Ouais, on a 2 médiatrices santé père. Éducateur sportif. Ouais. C'est assez complet. Une équipe assez complète et avec du coup cette pluridisciplinarité qui nous permet de faire un travail un petit peu qui se complète bien. Et Christophe du coup va vous présenter comment il travaille particulièrement autour de la question de l'emploi. Donc, moi j'interviens soit à la de l'usager directement, ou alors le coordinateur de parcours qui me sollicite. Donc moi je prends du temps pour rencontrer les usagers, vraiment créer une alliance. Donc ça prend un peu de temps pour pouvoir après faire des propositions. Être vraiment force de proposition. On l'a vu ce matin sur le cas d'Honorine où sa demande de départ, travailler temps plein, 13 heures jusqu'à minuit. Et puis en fait, là en ce moment, elle est en stage le matin. Donc toujours réajuster, mais en pouvant proposer des solutions, se saisir d'une offre d'emploi, se saisir d'une offre de stage, travailler avec les partenaires, missions locales, Pôle emploi, les entreprises directement. Il y a une question, on va aller chercher une info pour pouvoir apporter une proposition. Après, l'usager se saisit ou pas de cette proposition, c'est pas grave, on en propose d'autres dans ce cas-là. Et pouvoir avancer avec lui, mais surtout à son rythme. Et c'est lui qui va dicter le rythme de l'accompagnement. Et du coup, l'avantage qu'on a à être dans cette hospitalisation à temps plein, c'est qu'on va pouvoir soutenir, par exemple, les démarches qui sont faites par Christophe en rendez-vous, par la suite avec les usagers. Donc, par exemple, sur une recherche de stage, ça va être, donc Christophe a déjà balayé pas mal de choses, établir un listing, des choses comme ça, et l'usager va être missionné, par exemple, de passer des coups de fil. Et il n'y arrive pas. Donc là, on va trouver un nouvel axe de travail qui va passer peut-être par de la planification, peut-être par du jeu de rôle. Est-ce qu'on est sur un problème d'habileté sociale ou un problème organisationnel ou un problème de mémoire? Donc on va essayer de décortiquer tout ça, de pouvoir être attentif à la façon de fonctionner de chaque usager et proposer un accompagnement qui va soutenir là où il a des difficultés. Donc c'est vrai que tout ce qui est habileté sociale, il y a un groupe conversation également qui permet un petit peu d'expérimenter et de déverrouiller des difficultés que tu auras pu repérer. Après, il y a les techniques de recherche d'emploi classiques, CV, l'aide de motivation aux besoins, entraînement à l'entretien d'embauche, parce que c'est un exercice qui est souvent difficile, mais pour tout le monde. Et après, on voulait vous parler de quelques cas, personnes qu'on a accompagnées. Donc, pour Alan, c'est effectivement une trajectoire idéale d'insertion professionnelle. On disait tout à l'heure que l'accompagnement à la MRPS dure en moyenne 1 an. Alan, ça a été 3 mois. 3 mois dans les murs. Lui, sa demande, c'était d'entrée de jeu, d'aller vers l'emploi. Donc, ça a été effectivement très vite. On a travaillé sur les entretiens, on a ciblé les offres, il a postulé, il a été pris dans la foulée. Alors, il y a aussi tout un travail qui a été fait
autour plus de manière générale dans le travail qu'on fait avec les usagers. On utilise beaucoup un outil qui s'appelle les valeurs de vie. Pour Alan, une des valeurs principales, c'était le travail. Et ça n'a jamais bougé pour lui. Et c'était à l'image de son parcours. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que parfois, la notion de travail que certains nous exposent ne revêt pas forcément un caractère très concret. Il y a plus une injonction peut-être familiale, parentale, parfois. Lui, d'ailleurs, c'était le cas. Il y avait son père qui avait vraiment... Il n'avait pas dit à son père qu'il souffrait de troubles psychiques, alors qu'il a été hospitalisé, etc. Son père n'était pas au courant. Mais ce qui était important pour lui, c'était de pouvoir dire à son père « je travaille ». Et pour ça, il voulait travailler. Ce n'était pas question de mentir ou quoi. Et du coup, eh ben, effectivement, la première opportunité, il l'a saisie. Et maintenant, il continue son chemin en chantier d'insertion. Et ça se passe super bien pour lui. Diane. Pour Diane, c'était un peu plus compliqué. Diane, elle est chez nous. Elle visait une reprise en faculté. Une reprise, oui, en fac de maths. Elle était déjà inscrite. Alors là, on est plus autour des études, parce qu'on a plusieurs jeunes aussi qui retournent vers les études, parfois même au niveau lycée, pour ceux qui veulent atteindre le bac. Diane, elle avait été plutôt une élève brillante. C'était quelque chose qui était très valorisé par sa famille, le côté intellectuel, le côté travailleuse, et surtout des grandes études un peu prestigieuses. Elle a décompensé alors qu'elle était dans une faculté à Paris, plutôt chic, etc. Décompensation, elle revient, elle passe un an chez ses parents à Angoulême, et puis elle nous est adressée par la suite parce qu'elle serait inscrite à Poitiers, en fac de maths. Du coup, le parcours a été un peu compliqué, parce qu'à la fois très déterminée, et en même temps, nous, on constatait des difficultés qui n'étaient pas compatibles complètement avec une reprise sereine. Et en même temps, il y avait cette pression parentale, enfin cette pression, oui, c'est ça, une injonction. Donc le parcours a été un peu compliqué. Finalement, elle est repartie chez elle. Et elle nous donne des nouvelles. Alors, peut-être que certains la suivent, en fait, puisqu'elle est suivie par Angoulême. Et maintenant, en fait, elle a complètement reviré. Il y avait une deuxième chose qui la passionnait, c'était la musique. Et finalement, elle a réussi à lâcher cette idée de maths pour pouvoir repartir dans la musique. Et en fait, là, c'est devenu beaucoup plus... aligné pour elle, puisque c'était vraiment ce qui la faisait vibrer, et là elle suit une trajectoire de rétablissement assez satisfaisante pour elle en tout cas. Et alors Jérémy, lui, effectivement, c'est marqué une trajectoire stoppée dans Blanlé, et que Jérémy, lui, l'a décompensé sur son lieu de travail, donc en rupture complète avec l'emploi. Il a fait un parcours en hospice, après il est venu chez nous, et vraiment l'emploi c'est quelque chose qui le bloquait complètement. Pas de souhait de travailler. Il a rencontré une autre usagère, il a construit une vie de famille, ils ont eu un enfant, et là depuis qu'ils ont eu un enfant, on commence à avoir les prémices d'une reprise d'emploi. Moi il m'avait sollicité pour avoir des pistes, refaire son CV, il a travaillé, il a fait quelques petites missions, et là il se projette sur une entreprise adaptée. Mais dans le coup, le parcours de réinsertion professionnelle, au début, c'était même pas l'idée pour lui. C'était pas sa demande, donc sa demande a été entendue, on n'a pas été vers l'insertion à ce moment-là. Par contre, quelques années plus tard, on va pouvoir y aller. Laurent, lui, effectivement, c'est quelqu'un qui a fait des études poussées en mathématiques. Il était prof de mathématiques. Il a très peu exercé, parce qu'effectivement, se retrouver dans une classe pour lui, c'était trop compliqué. Il a fait un parcours chez nous, et ensuite, il a intégré un ESAT. Un ESAT dans un atelier d'imprimerie. Mais pareil, c'est pas quelque chose où il s'y a trouvé plus que ça. Le public lui correspondait pas forcément.
Et finalement, aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles. On a moins de nouvelles, on en a encore. Alors qu'il intervenait également en plus au sein de la MAPS sur les groupes de psychoéducation en tant que père aidant. Et justement, en tant que père aidant autour de la psychoéducation, il avait tenu à participer à créer un module qui s'appelait « Il n'y a pas que le travail dans la vie ». Et c'est quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Et finalement, il s'est développé, il s'est épanoui plus autour d'activités associatives, d'un fanzine dans lequel il écrivait, il aimait beaucoup écrire. Et finalement, c'est plus cet axe-là qui a été épanouissant pour lui. Donc toujours pour mettre en perspective, on se re-questionnait là-dessus justement en journée institutionnelle récemment, sur nous-mêmes ce qu'on peut mettre comme poids, comme pression, malgré nous, sur cette notion d'emploi, cette obligation. Et puis Bilan, pour finir, Bilan est une jeune femme qui a vécu un parcours en psychiatrie assez dense, qui, en revenant chez nous, a pu se réinscrire en lycée pour obtenir le bac dans une filière qui ne lui correspondait plus. Qui ne correspondait plus à son projet professionnel, qui était du coup économique, éco-gestion, quelque chose comme ça. C'est secrétariat. Secrétariat. Mais elle voulait obtenir le bac et pouvoir ensuite s'orienter vers une formation d'aide-soignante. Et du coup, elle a pu rentrer en école d'aide-soignante et être aujourd'hui embauchée au CHU de Bordeaux. Et c'est vrai que voilà, elle a une grande fierté aujourd'hui à pouvoir avoir accompli ce parcours et de rendre. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive souvent chez des personnes qu'on rencontre dans nos services, d'avoir un goût pour faire un peu la même chose, être soignant. Elle, pour le coup, elle a réussi à le concrétiser. Et elle en est très fière. Et ce qu'on peut voir après, à travers tous ces exemples, c'est qu'il n'y a pas de ligne claire pour chaque personne qu'on accompagne. Ça fait effectivement redite avec ce qui a été déjà dit ce matin, mais c'est s'adapter, et toujours s'adapter en fonction du rythme de l'usager et de ses envies. Mettre ses envies et ses projets au cœur de notre accompagnement. Et en fait, on aborde rapidement cette question de l'emploi et des études, et puis on essaye de mobiliser l'espoir autour de ça, toujours avoir l'espoir. Ça nous permet de mettre en lumière les forces de l'usager, ses expériences antérieures, son vécu, ses qualités, ses habiletés. On essaye de lui laisser le choix de travailler ou non, d'accueillir sans jugement chaque projet, et d'étudier, de mettre à l'épreuve sa faisabilité, de soutenir les étapes, d'aider à contourner les obstacles, mais d'accepter aussi une trajectoire non linéaire. Ce que dit Christophe, s'adapter, c'est peut-être repartir à zéro. On a le cas d'un jeune qui est rentré en voulant faire le BAFA. Le BAFA, ça a duré 3 mois, le temps qu'il arrive au BAFA. Il a tenu 2 heures dans le stage BAFA. Et puis il a abandonné. Et là, il s'est remobilisé et il rentre en chantier d'insertion très bientôt. Donc on arrête ? Ouais. Alors je fais quelques mots de conclusion sur les forces quand même, les forces et les freins. La force, c'est qu'on a un CIP sur place, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça implique un réseau plus large que celui qu'on peut avoir quand on est en intra. Une connaissance plus complexe aussi de la législation, de ce qui peut exister comme protocole, comme programme, spécificité. Et puis en même temps, on s'appuie sur le modèle du rétablissement, donc la mise en lumière des forces, des acquis, des réussites. Il y a la complémentarité des interventions dont on parlait tout à l'heure. Et puis le phénomène d'entraînement positif qui peut naître dans le groupe d'usagers.
On en voit un qui trouve un stage, qui est motivé. C'est le cas actuellement. On a un jeune qui a un stage. Il se transforme vraiment de façon très, très... voilà, tout le monde s'en rend compte, les usagers, nous-mêmes, etc. Bon, après, on a quelques freins, quand même, des freins administratifs, puisqu'ils ont un statut d'hospitalisé. Hospitalisation complète, donc on ne peut pas faire d'inscription à Pôle emploi, donc pas de mise en stage. On a un petit biais là, avec la mission locale, où on a des possibilités, mais on attend des places d'hospitalisation de nuit pour pouvoir faire des mises en stage. C'est-à-dire que les usagers, quand ils partent en stage, ils quittent la MRPS le temps de la durée du stage. Et pour un accompagnement optimal, c'est pas forcément mieux pour nous, ni pour eux. Voilà, il y a des freins financiers parce que il peut y avoir un impact de l'emploi sur la hache. Des impacts motivationnels qui peuvent être liés à la maladie, mais pas seulement. La perte de sens du travail, elle est présente pas du tout que chez nos usagers. La souffrance psychique au travail également. Et puis la stigmatisation qui du coup nous oblige à construire voilà, des partenariats adaptés, ouverts, d'informer au mieux, d'avoir aussi ce rôle, nous, en tant qu'accompagnants, de déstigmatisation. Voilà.